à cette assemblée en ligne. On va prendre encore une petite minute avant de débuter, en fait même quelques secondes. Petit rappel rapide avant de commencer, ça va être vraiment important de garder son micro fermé, là, surtout pour le temps de la présentation. Il va y avoir une période là, pour échanger par la suite, mais pour le bon déroulement de la séance, on garde le micro fermé. Donc, je vois que le nombre de participants ne monte plus, mais de toute façon, les gens ils peuvent continuer là, d'arriver au fur et à mesure. Donc, bienvenue là, à cette séance d'information là, qui va porter sur un projet que certains d'entre vous ont peut-être déjà pris connaissance là, en mai dernier. Donc, c'est l'implantation d'un projet résidentiel là, situé entre le boulevard de Lormière et l'avenue Banville. Moi, je me présente, je suis Alexandra Mauger, je suis conseillère en consultation publique à la Ville de Québec. J'accompagne la démarche de participation publique en lien avec ce projet-là. Rapidement, là, je peux présenter les gens qui m'accompagnent ce soir. Donc, vous avez la présence, bien entendu, là, de votre conseillère municipale dans le district des Saules-et-Méandres, Mme Véronique Dallaire. Bonsoir. Bonsoir. Le chargé de projet, M. Guillaume Langevin, qui est conseiller en urbanisme à la division de la planification stratégique du territoire. Puis on a amené quelques professionnels de la ville ce soir. Là. On va comprendre pourquoi. Je les présente. M. Charles-André Vachon, qui est conseiller en environnement, qui va nous accompagner sur la question surtout de la gestion de l'eau. Monsieur Christian Lepage, conseiller en urbanisme à la gestion du territoire, qui s'occupe surtout du processus de modification réglementaire. Monsieur Mathieu Ouellet, qui est technicien au transport et à la circulation au service du transport et de la mobilité intelligente, donc pour les questions de sécurité routière. Et Monsieur François Légaré, qui est directeur de section de la foresterie urbaine, qui va nous aider sur les questions concernant la foresterie, les arbres, bref. La séance de ce soir, pourquoi on vous convoque alors qu'on a déjà tenu l'assemblée de consultation en mai sur ce projet-là? On va revenir là-dessus. Simplement, là, les objectifs de la séance aujourd'hui, c'est vraiment faire un retour là, sur les préoccupations que les citoyens avaient soulevées à ce moment-là lors de la consultation publique. Et puis, on va prendre un temps d'échange. On a préparé une présentation pour vous pour faire un retour. Là. On va faire un rappel du projet. Ensuite, on va revenir sur ces préoccupations-là. Puis, on va présenter là, les prochaines étapes. Puis, ensuite, on a prévu une période d'échange là, où est-ce que vous allez pouvoir poser vos questions et puis faire vos commentaires. La séance de ce soir, là, au niveau des invitations à participer, ben, probablement que la plupart d'entre vous avaient pris connaissance de cette séance à cause d'un avis porte-à-porte. On a fait quelques invitations aussi ciblées par courriel, puis les informations étaient disponibles sur le site web. La présentation de ce soir, elle est enregistrée et elle va être mise en ligne dès demain là, sur la page web du projet. Ça me rappelle de dire aussi que si vous ne souhaitez pas qu'on vous voit à l'écran là, dans cette présentation-là, parce qu'on va aussi mettre la période de questions et réponses, ça va être important de garder votre caméra fermée. Il y a aussi l'opportunité de poser vos questions à l'écrit dans l'outil QR au bas de l'écran, mais je vous invite quand même à voir la présentation là, avant de poser toutes vos questions. Donc, on va revenir sur cette portion-là là, un petit peu plus tard. Donc, avant de débuter pour la présentation, j'inviterai Mme Dallaire peut-être à prononcer quelques mots. Merci, Alexandra. Bonsoir à tous. Merci d'être présent virtuellement avec nous ce soir. Comme Alexandra l'a dit, plusieurs professionnels de la Ville sont avec nous, avec vous ce soir, là, pour répondre aux inquiétudes qui avaient été soulevées en mai lors de la première présentation du projet en séance du Conseil de quartier. Donc, ce soir, je vous invite à être à l'écoute de nombreuses informations qui vont vous être partagées et de demeurer respectueux dans les échanges qui s'en suivront. Moi, de mon côté, je serai à l'écoute, évidemment, des présentations des professionnels, mais à l'écoute aussi de la période d'échange par la suite. Et je demeurerai disponible là, toujours par courriel ou par téléphone dans les jours qui suivront si jamais vous avez des questions qui subsistent. Voilà. Parfait, merci. Donc, bien, Guillaume, on peut lancer le partage d'écran. Parfait. Donc, je procède. Donc, Alexandra, lorsque possible, nous confirmera que le partage fonctionne. Ça fonctionne pour moi. Parfait. Donc, débutons. Donc, au niveau du projet, attendez, il semble avoir un petit laps de temps. Bon,
Au niveau des objectifs de l'activité, bon, ça a été mentionné là, par autant Mme Mauger et Mme Dallaire, mais c'est vraiment de faire un retour sur les inquiétudes, les enjeux qui ont été soulevés dans le cadre des activités de consultation publique tenues en mai dernier et bien sûr répondre à vos questions et recueillir vos commentaires. Donc, bref, un retour ou un rappel sur les étapes de modification réglementaire. Donc, il y a eu le dépôt du projet de modification réglementaire au mois de mars dernier qui a mené aux activités de consultation publique lors du conseil de quartier du 24 mai dernier. A été suivi d'une consultation écrite du 25 au 31 mai. Donc, les prochaines étapes, subséquentes, sera l'adoption du projet de règlement et avis de motion. Par la suite, c'est requis une période d'approbation référendaire et pour une adoption finale et entrée en vigueur. Donc, un bref retour du projet. Donc, pour se localiser, donc, on est bien sûr dans l'arrondissement des Rivières, dans le quartier du Berger-Les Saules. Il s'agit du terrain qui est localisé à l'intersection du boulevard Delormière et de l'avenue Banville, soit tout près là, du stade et du parc Chauveau, justement. Donc, dans le contexte, on voit un extrait de l'image aérienne là, de Google, c'est ça, de Google. Donc, on est juste en face également du parc industriel Amanvio, soit à l'ouest là, du boulevard de Lormière. On est aussi là, tout juste au nord d'un secteur résidentiel de moyenne et de haute densité qui est localisé tout juste au sud de l'avenue Banville. Donc, c'est le quartier résidentiel qu'on voit là, juste ici, là, en bas de l'image. Donc, on est aussi dans un contexte, vous avez probablement suivi ça dans les médias, là, où la Ville là, a déposé et présenté là, le plan de mise en œuvre accéléré de la vision de l'habitation, aussi dans un contexte particulier ces jours-ci. Hein. Donc, ce que le plan de mise en œuvre vise, c'est bien sûr dégager plus d'opportunités de construction, dégager ou réduire les contraintes là, qui mènent justement notamment à la délivrance de permis de construction. Viser de nouveaux incitatifs pour mousser la réalisation de nouvelles unités de logement et bien sûr, dans l'offre de logement, viser des objectifs d'abordabilité et de développement durable pour offrir là, des produits là, intéressants pour l'ensemble de la population, puisqu'on vise à la réalisation de 80 000 nouveaux logements d'ici 2040. Cette cible vise bien sûr à répondre à la croissance démographique projetée selon le scénario là, de migration. Donc, on va dire qu'on est quand même une agglomération qui attire, on va dire autant de la migration internationale que parmi les autres régions de la province. Donc, il faut être capable d'accueillir ces citoyens. On veut aussi amener le taux d'inoccupation à un niveau d'équilibre, soit 3 %. Actuellement, il est autour de 1,5 %, ce qui explique la surchauffe notamment. Bien sûr, on veut être capable d'accueillir l'ensemble des travailleurs qu'on a besoin pour notre économie, les étudiants internationaux. On veut viser à mettre un terme à l'itinérance également et bien sûr, toujours répondre à cet effet d'attractivité. Donc, plus concrètement, toujours dans le contexte, pour vous dire que le terrain du projet se retrouve à cheval aux limites actuelles du parc Chauveau. Les limites de ce parc, du parc Chauveau sont inchangées. Les limites sont ce qui est identifié là, en rouge. Bien sûr, le parc Chauveau, c'est un parc nature dont le zonage, là, c'est un zonage de récréation et de conservation naturelle. Ce qu'on peut parler, là, peut-être certains d'entre vous avaient suivi là, au printemps dernier là, la présentation du plan directeur du parc Chauveau, notamment parmi les projets qui ont été déposés et annoncés. On parle de la réalisation d'un sentier multifonctionnel de 2 km qui va traverser le parc et relier les quartiers, soit les quartiers du Berger-Les Saules avec ceux se retrouvant plus du côté Neuchâtel, là, du côté du boulevard Saint-Jacques. On veut à créer de nouveaux points d'accès, à pouvoir justement donner accès à cet grand espace-là. Bien sûr, faciliter les modes de connexion actifs, mobilité active entre les quartiers et bien sûr, mettre en valeur et vouer, c'est ça, là, faire une vitrine, là, bien sûr, à la protection du milieu naturel en officialisant bien sûr un seul parcours. Donc, éviter les lignes de désir et officialiser un parcours là, pédestre et cyclable. Donc, rappel du projet, on parle d'un bâtiment de 80, grosso modo, là, je peux me permettre de 89 logements, qui est une hauteur visée de 5 étages, soit 16 mètres de hauteur. Au niveau du stationnement souterrain, puisque les cases pour les résidents seront en souterrain, on parle d'un ratio d'1,9 cases par logement, ce qui est un ratio très important. Normalement, pour des projets de la sorte, on est loin d'un ratio aussi important, aussi fort.
Il y aura quelques cases extérieures pour les visiteurs. Donc, ceux-ci sont invités justement à utiliser ces 4 ou 5 cases extérieures. Donc, comme je vous dis, c'est un ratio de 1,9. Le minimum, actuellement, il est fixé à une case. Donc, on est pratiquement au double du minimum requis. Donc, toujours au niveau du descriptif du projet, plus au niveau de l'implantation et de l'aménagement du terrain, le projet prévoit là, 35 d'aire verte, ce qui est vraiment plus élevé que le minimum requis qui est de 20 au niveau du zonage. Le projet prévoit aussi la plantation de plusieurs arbres et arbustes un peu partout sur le terrain, ainsi que la conservation d'une zone tampon naturelle de 10 mètres dans la pointe ici, si vous voyez bien mon curseur, là, d'une frange de terrain qui sera conservée à l'état naturel. Initialement, dans le projet, il y avait une piscine qui était prévue à cet endroit-là, mais il a été opté pour la retirer pour conserver cette frange d'espace naturel. Cependant, le projet, c'est sûr, il y a certaines limitations à la plantation sur le terrain du promoteur, puisqu'il y a notamment présence d'un égout collecteur en front du terrain. Il est possible de faire une lignée de plantation, mais vraiment à proximité du trottoir, si je peux me permettre l'expression, mais plus en profondeur, ce n'est pas possible parce qu'il y a une conduite là, avec une servitude qui protège. Bien sûr, il y a aussi le stationnement souterrain qui excède l'empreinte au sol du bâtiment. Donc, ce que vous voyez en gris foncé, qui est l'empreinte au sol du bâtiment, bien, le stationnement souterrain en excède. Donc, bien sûr, au-dessus de celui-ci, on ne peut pas procéder à la plantation d'arbres. Et il y a également le fait que dans le projet, il y a le prolongement du lien cyclable de Jean Marchand sur Banville qui est prévu, qui vient aussi là, limiter là, le long de Banville la possibilité de planter là, justement des arbres. Donc, je laisse la parole à toi, Christian. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, je fais un rappel au niveau de la réglementation qui est en vigueur. Là, ça, c'est ce qui vous avait été présenté lors de la consultation publique de l'Assemblée du 24 mai. Alors, le sondage, je m'en tiens uniquement aux éléments les plus importants là, qui sont rattachés aux préoccupations là, de ce qui avait été exprimé lors de cette Assemblée-là. Donc, au niveau des usages autorisés, il y a le groupe H1 logement, c'est-à-dire que c'est un minimum de 12 logements dans cette zone-là. La zone que vous voyez en bleu à l'écran, sur la carte. Donc, il n'y a pas de maximum établi. Et il y a également le groupe d'usage R1 Parc. R1 Parc, ça signifie en gros là, parc de voisinage. Donc, ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité qui est offerte dans la zone, comme dans la plupart des zones résidentielles d'ailleurs. Pour ce qui est des hauteurs, qui est aussi un autre élément là, qui avait des préoccupations, le zonage actuellement il est exprimé en étages et en mètres. Donc, dans cette zone-là, ça se situe entre 3 et 4 étages. C'est-à-dire qu'un bâtiment ne peut pas être à moins de 3 étages. Il ne peut pas être à 1 ou à 2. Il ne peut pas être non plus supérieur à 4 étages. Donc, c'est entre 3 et 4 et la hauteur entre 9 et 15 mètres. Alors, ça, c'est pour le zonage en vigueur. Maintenant, je vais vous présenter les éléments qui sont rattachés au règlement qui modifie le règlement d'arrondissement des rivières sur l'urbanisme qui concerne la zone en question, la 023 HC, qui est le règlement RCA de vécu 348. Donc, au niveau du règlement de zonage, ce qui est important de retenir, c'est que dans le cours du processus actuellement qui a lieu, c'est un règlement qui contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. On pourra vous en faire part plus en détail tout à l'heure. Et ce qui est important aussi à retenir, c'est que sans modification zonage, le zonage actuel, lui, continue de s'appliquer. Donc, c'est-à-dire un zonage résidentiel qui peut aller jusqu'à 4 étages. Alors, je vais simplement résumer dans les grandes lignes les modifications réglementaires. Là, je fais grâce de tout l'ensemble du projet de modification parce qu'il y a d'autres éléments. Là, mais là, essentiellement, c'est que les normes qui sont actuelles restent inchangées, sauf que la hauteur maximale du bâtiment est augmentée à 16 mètres au lieu de 15 mètres comme actuellement. Le nombre maximum d'étages, lui, il est supprimé. Donc, on vient contrôler la hauteur des bâtiments uniquement par le nombre en mètres. Sur le terrain aussi, il y a seulement qu'un accès qui est autorisé d'un côté d'une rue. Alors, c'est ce qui va être modifié également. Et il y a un écran visuel qui apparaît sur la carte, le plan de zonage que vous voyez en bas, le petit trait là, en zigzag, on va appeler ça. Là. Alors ça, c'est un écran visuel qui oblige à ce moment-là, lors d'un projet de construction, à aménager, je dirais, l'équivalent d'une haie de cèdre. Et dans le contexte de ce projet-là,
il vaut mieux retirer cette obligation-là et permettre de façon beaucoup plus libre la plantation de végétaux, d'arbres ou d'arbustes. Je vais passer à l'autre. Voilà, moi j'ai terminé. Ça serait Mathieu, Oui. normalement. Dans le fond, ben, ça, c'était pas moi, en fait, là, mais c'est pas grave. Les activités, il y a eu des activités de consultation publique en mai 2023. Donc, des commentaires formulés en regard au niveau de la problématique de circulation à l'intersection du boulevard Lormière et de l'avenue Banville et de la rue Jean-Marchand. Aussi, euh, des, euh, des problématiques au niveau du stationnement sur la rue dans le secteur Banville et des terrains comprenant des composantes naturelles boisées et en milieu, milieu humide. On peut changer. Donc, tout d'abord, avec les enjeux mentionnés par rapport à l'avenue Banville, c'est important de définir c'est quoi la classification routière. C'est une rue locale principale. C'est conçu pour des besoins résidentiels. Donc, le projet résidentiel qui est projeté répond à ces besoins-là. C'est conçu aussi pour des débits journaliers moyens annuels qu'on appelle, nous, des DJMA, entre 400 et 3000 véhicules. À ce jour, on a un comptage récent qui a été effectué le 31 mai 2023 qui démontre que le DGMA actuel est un peu moins de 1200 véhicules par jour. Donc, présentement, le projet prévoit un ratio d'1,9 cases par logement, contrairement à un minimum exigé d'une case par logement, ce qui équivaut à 169 cases, étant donné que 89 logements projetés en ce moment, avec l'offre de stationnement offerte aux nouveaux résidents, bien, on anticipe une très faible présence de véhicules stationnés sur l'avenue Banville. Présentement, l'accès au stationnement intérieur sera situé sur le boulevard Lormière, au nord de l'intersection de l'avenue Banville et de la rue Jean-Marchand. Dû à son emplacement, on prévoit qu'il n'y aura aucun impact sur le virage à gauche vers l'avenue Banville, étant donné que les résidents en provenance de l'approche nord du projet immobilier, ben, ils vont tourner en fait en amont de l'intersection pour accéder à leur stationnement intérieur. Et on prévoit avec cet élément-là respecter le DGMA qui est, comme je l'ai mentionné, prévu pour entre 400 et 3000 véhicules. Il y avait aussi un enjeu qui avait été mentionné au niveau du virage à gauche pour les véhicules en provenance du nord du boulevard Lormière vers l'avenue Banville. C'est important de comprendre que pour remettre la mise en place d'un virage à gauche protégé, on doit répondre à certains critères. L'un des critères, c'est le nombre de véhicules à l'heure qui tournent à gauche. On doit atteindre un minimum de 90 véhicules à l'heure. Et ensuite, il y a les conflits entre les virages à gauche et les autres mouvements de véhicules. On doit atteindre un minimum de 50 000 croisements à l'heure. Donc, avec le même comptage qui a été réalisé le 31 mai 2023, les véhicules en provenance du nord du boulevard Lormière à l'heure de pointe, on a dénombré 19 véhicules qui effectuaient le virage à gauche vers l'avenue Banville et 5 149 croisements à l'heure. Pour l'heure de pointe, on a dénombré 21 véhicules qui effectuaient le virage à gauche vers l'avenue Banville et 16 716 croisements à l'heure. Donc, on voit qu'on est loin d'atteindre les critères de justification pour la mise en place d'un virage à gauche protégé. Ensuite, pour le prolongement du lien cyclable de la rue Jean-Marchand, il y a une ouverture au niveau du promoteur pour permettre l'aménagement de la piste cyclable sur le lot du projet. Le prolongement continuerait sur le long de l'avenue Banville et ça vise à desservir le parc Chauveau et rejoindre l'axe cyclable sur le boulevard Saint-Jacques.
Alors, du côté de ce qui compose là, le milieu, nos techniciens forestiers là, ont été sur le terrain. J'ai visité moi aussi là, les lieux. Donc, on a principalement ce qu'on observe, les gens qui sont sur Banville. Il y a ce qu'on appelle une freinette, donc un peuplement qui est constitué de frênes. Ce sont des frênes qui ont été plantées il y a environ 25 ans par la ville. Dans ce que vous verrez, là, j'ai des photos là, qui suivent, là, dans ce qui était une zone qui était une friche. Vous avez juste un petit peu plus loin, en s'approchant du centre de soccer Chauveau, vous avez une peupleraie qui est un petit peu plus vieille, qui s'était développée avant dans la friche en question, d'anciennes terres agricoles. Donc, ce sont des peupliers essentiellement. Et dans la zone, si on s'approche là, des limites du parc, qui est un petit peu plus humide, puis les gens qui connaissent le secteur savent que ce coin-là, il y a des canaux de drainage et quand on rentre à l'intérieur du parc, en s'en allant vers la droite, si on veut, par la photo, là, vers le coin droit, plus on s'en va dans cette zone-là du parc, plus c'est humide. Alors, il y a ce qu'on appelle une aulnaie. Donc, des zones, là, probablement, ça va dire quelque chose à tout le monde. C'est ces arbustes-là qui sont durs à traverser là, quand on fréquente la forêt, une série d'arbustes qui partent du sol à plusieurs troncs. Donc, des arbustes qu'on trouve plus typiquement dans les friches et aussi dans les friches quand c'est un petit peu plus humide. Donc, si on va à l'image suivante, vous verrez que techniquement, c'est un milieu, c'est une ancienne zone agricole qui avait été en partie occupée là, pour terrain agricole, en partie acheté par Hydro-Québec à l'époque. Hydro-Québec, évidemment, c'était comme ils ont fait l'achat pour compléter l'achat des lignes de transport. Le terrain a été pour eux inoccupé. C'est devenu donc une friche. Elle s'est repeuplée avec les peupliers. Et nous autres, au niveau de la ville, on a agi avec une plantation de frênes. Donc, ça, c'est pour l'historique. C'est, somme toute, assez récent. Un abandon des pratiques agricoles, réoccupation par les boisés. Nous, au niveau de la construction en terrain forestier, évidemment, le type de construction dont on parle va exiger qu'il y ait des abattages d'arbres pour permettre la construction. Mais toutes nos analyses de permis se font en fonction de s'assurer que, à la limite des travaux, les arbres sont protégés et conservés. Donc, sur la préoccupation de est-ce que c'est possible de cohabiter entre nos constructions et puis le maintien du boisé, absolument, il y a des mesures de protection. C'est notre spécialité, notre pratique là, de les énoncer, de les faire respecter. On doit aussi ne pas oublier que ce terrain-là, je dirais cette enclave-là de terrain qui a toujours été là, qui était propriété d'Hydro-Québec, qui a été remise en vente, ce terrain-là ne fait pas partie du parc. Donc, dans toutes les limites du parc que vous avez vu tout à l'heure, le terrain en est exclu. Il fait en quelque sorte la continuité du boisé, mais la partie principale des boisés et des milieux qui sont adjacents ne sont pas touchés par le projet et pourront être protégés, évidemment. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que la plantation de frênes, plusieurs d'entre vous, si je vous dis le agril du frêne, eh bien, qui est un insecte qui attaque spécifiquement les frênes, ils sont déjà présents. Notre plan d'intervention pour la partie qui nous appartient prévoit que nous interviendrons prochainement au niveau de tout ce qui est notre plantation parce que la grille est présente, attaque les frênes, va les faire mourir et on devra agir pour éliminer là, les arbres morts. Donc, ça vaut aussi pour le terrain privé dont on parle. C'est tout. Oui, donc si je peux continuer là, en parlant de milieu naturel, là, je vais vous parler un petit peu plus de milieu humide. Donc, le projet est situé à la limite du parc Chauveau, juste au nord. Peut-être que certains ont pris connaissance, là, on a développé un plan régional de milieux humides et hydriques récemment qui venait identifier là, les milieux humides d'intérêt. Et puis, le milieu humide d'intérêt là, qui est ici présenté en jaune-orange sur le parc Chauveau est effectivement considéré d'intérêt puisqu'il est localisé là, dans un parc municipal. L'objectif de ce critère-là, là, qui était un de nos 8 critères là, identifiés dans le plan, c'était de venir réaffirmer puis d'assurer
la cohabitation puis la préservation des milieux humides qui sont accessibles au public. Donc, c'est ça l'objectif. Maintenant, si on se transfère là, plus au niveau du site du projet, on a effectivement là, une petite portion là, qui serait en milieu humide, là, qui correspond tout à fait à l'Aulnay qu'on a présenté précédemment. Par contre, ce milieu humide-là n'est pas identifié comme d'intérêt, c'est-à-dire qu'il ne répondait à aucun des critères là, du plan régional. Ça ne veut pas dire que ce milieu humide-là n'a aucune valeur ou que ce soit, mais il n'était pas un milieu humide d'intérêt identifié là, dans notre plan. Par contre, le promoteur va quand même devoir se confirmer là, aux exigences du ministère de l'Environnement pour ses travaux. Toutefois, on a eu certaines discussions, puis on est venu peut-être bonifier le projet là, dans le but de justement limiter l'impact du projet sur le milieu humide d'intérêt qui est localisé sur le parc Chauveau. Comme Guillaume a présenté précédemment, il y avait au tout début une piscine qui devait s'installer dans la section en rouge sur la carte. La piscine a été retirée, ce qui permet d'offrir une zone tampon d'environ une dizaine de mètres avec le milieu humide d'intérêt au nord. Donc là, on vient vraiment limiter les impacts du projet sur ce milieu-là, tout en préservant environ le tiers du milieu humide là, qui est localisé sur le lot privé. Il y a aussi, bon, évidemment, là, la Ville doit s'assurer qu'il n'y a aucun empiètement là, sur le terrain municipal, sur le parc Chauveau là, pendant les travaux. D'autres éléments qui ont été soulevés, c'est retirer l'exigence de l'écran visuel de 2 mètres. Cet écran-là, dans le fond, était dans le zonage, puis ce qui nécessitait de venir implanter des aménagements qui viendraient perturber ou dénaturaliser le milieu naturel. Souvent, quand on parle d'écran visuel, on parle d'un headset, donc ça devenait un peu illogique de vouloir préserver une bande tampon de 10 mètres, mais de venir exiger, par exemple, au moteur de venir planter des arbres qui étaient plus... qui faisait justement l'écran visuel. Donc, on est venu retirer ça. Puis aussi, on a pris connaissance là, de caractérisation du site là, du milieu humide pour s'assurer que le projet ne venait pas perturber l'alimentation en eau du milieu humide. C'est sûr que le milieu humide actuellement, là, sa présence, entre autres, est avérée par la friche d'Hydro-Québec et le stationnement du parc Chauveau. C'est un peu par là que l'alimentation en eau se fait. De sorte qu'on peut affirmer qu'on n'anticipe pas de perte d'alimentation en eau suite au projet. Donc, le milieu humide d'intérêt localisé sur le site du parc Chauveau va demeurer. Là, on ne risque pas l'assèchement. Bon. Je termine avec les prochaines étapes. Et là, ça fait référence au processus de modification élémentaire comme tel. Donc, ce soir, vous savez, c'est la séance d'information. Mais à partir là, du conseil d'arrondissement, sa séance du 28 novembre, il est prévu poursuivre le processus de modification réglementaire avec l'adoption du projet de règlement et également l'avis de motion qui sera donné par les membres du conseil. Il y aura à la suite de ça une période d'approbation référendaire pour laquelle les dates ne sont pas tout à fait fixées, mais selon la loi, il est prévu tenir cette période-là pour une durée de 8 jours, quelque part entre le 29 novembre et le 11 décembre. L'adoption du règlement serait prévue en décembre et l'entrée en vigueur, là, disons, en fin 2023 ou en tout début 2024. Alors, je tiens à rappeler également que pour la période d'approbation référendaire, il y aura un avis public. Là, je parlais des dates, ne sont pas encore tout à fait fixées, mais il y a un avis public qui va paraître sur le site Internet de la Ville. Puis, il vous est possible également de vous inscrire aux avis publics de façon à ce que vous puissiez recevoir une alerte vous informant là, de la publication d'un avis. Donc, cet avis-là va mentionner les éléments à suivre, là, c'est la procédure pour déposer une demande là, en vue là, de la tenue d'une possible approbation référendaire. Voilà, je vous remercie. Parfait. Bien, merci beaucoup, Christian. Puis merci à tout le monde. En fait, ça va nous amener à la période de questions. Peut-être là, je peux présenter rapidement. Il y a un petit outil là, si vous ne souhaitez pas poser votre question à l'oral. Il y a un petit outil au bout de l'écran là, qui s'appelle Q&R. Si vous voyez mon écran. Et puis, pour un ordinateur, là, c'est au bas de l'écran. Sinon, sur le téléphone cellulaire, c'est un petit peu plus compliqué. On l'a ici. Ça fait longtemps que j'ai utilisé ça. Je pense que... Bon.
Bon, j'ai l'air un peu folle, là, j'ai oublié. Je pense que c'est dans les 3 petits points en bas. En Oui, c'est plus. ça, plus. Ensuite, ça va vous amener à Q et R ici. Et enfin, là, vous pouvez poser votre question. Sinon, là, je vais vous demander là, d'utiliser l'outil Lever la main, qui est généralement disponible au bas de l'écran. Sinon, dans l'outil qui s'appelle Réaction, puis là, on peut lever la main. Voilà. Je ne vois personne. Quelqu'un, vous pouvez y aller, là. Je ne vois personne qui lève la main en ce moment. J'ai reçu un courriel là, d'une dame là, qui malheureusement me disait qu'elle ne pouvait pas nous contacter, mais qu'elle ne pouvait pas se connecter ce soir, mais on va pouvoir échanger avec elle demain. Là. Pour rappel, la présentation elle va être rendue disponible. Personne ne lève la main, mais je vois, Madame Dallaire, vous avez ouvert votre micro. Est-ce que vous souhaitez poser une question? Oui, c'est ça. J'aimerais savoir pourquoi on a choisi cet emplacement-là spécifiquement, alors qu'il y a bien d'autres emplacements dans la ville de Québec pour construire. Même, il y a plein de blocs en construction en ce moment. Il y a plein de blocs qui sont en tout cas, on sait, une faillite d'une certaine personne qui pourrait être repris. Mais pourquoi on a décidé de choisir cet emplacement-là qui me paraît vraiment inutile? Moi, pour moi. Non, on comprend, là. Vous êtes tous des professionnels, ça va bien, vous faites des études, blablabla. Moi, ça fait 22 ans que je reste dans le coin. Alors, moi, je me demande pourquoi spécifiquement on prend ce coin-là, Ouais. alors qu'il y a plein d'autres emplacements dans la ville de Québec où le projet pourrait être réalisé. Voilà, c'est ça ma question. Est-ce que Guillaume, tu voudrais-tu donner des réponses pour Madame Dallaire? Oui, je peux donner un élément de réponse. Ben, c'est sûr que c'est le terrain d'un promoteur, hein. Promoteur qui est en droit de pouvoir construire, surtout que c'est un terrain qui est localisé tout près de l'axe, ben, pas tout près, il est localisé le long de l'axe de Lormière, qui est un axe important, doté de transports en commun. Donc, c'est un axe qui est voué à accueillir de la densification, puisqu'on le dit d'entrée de jeu, dans un contexte où en pénurie de logements, il faut être capable de réaliser des logements pour être capable de répondre à la demande, à trouver une situation d'équilibre au niveau de l'offre. Donc, c'est toutes ces raisons-là là, qui fait en sorte qu'on peut construire ce terrain-là. Et juste en face, il ne faut pas oublier aussi qu'on est en présence d'un parc industriel. Ce n'est pas l'endroit qu'on vise, bien sûr, pour développer des logements. Donc, je pourrais donner ça comme information, mais je vois qu'il y a mon collègue Christian aussi qui a levé la main, qui aurait peut-être des éléments de réponse supplémentaires. Oui, ben c'est ça, c'est que pour renchérir avec la réponse de Guillaume, c'est que ce n'est pas un terrain qui a été choisi. C'est un terrain qui appartient à un propriétaire, comme n'importe quel autre terrain privé, ce qui fait que le zonage autorise les bâtiments résidentiels. Alors, on est dans ce cadre-là, il ne faut pas l'oublier, comme n'importe quel autre terrain dans un secteur où le résidentiel est autorisé. À ce moment-là, malgré la présence d'arbres, d'autres éléments comme ça, s'il y a un permis qui est demandé et que le projet est conforme au zonage, et à ce moment-là, ben le projet peut se réaliser. Donc, ce n'est pas un choix, ce n'est pas la ville qui a choisi, ben voici ce terrain-là peut être développé. Il appartient déjà à un propriétaire privé. Et le zonage le permet. Parfait, merci. J'ai Madame Alexandra Coloccio qui nous... Alexandra, Ah, oui, je peux vas-y. juste me permettre, il ne faut pas oublier de se repositionner. Hein. La modification réglementaire porte sur une augmentation du nombre de permettre un étage supplémentaire. Il y a déjà un zonage actuellement qui est là présent depuis de nombreuses années. C'est juste que le terrain n'a toujours pas été développé là, pour le moment. Parfait, merci. J'ai une question, j'espère que je prononce bien le nom de famille, là, Madame Coloccio. Elle demande à savoir, est-ce qu'on sait s'il y a des chevreuils qui se promènent à cet endroit? Qu'est-ce que les chevreuils vont faire? Je sais pas si on a des orientations du côté de nos conseillers en environnement. Ben, de mon côté, je n'ai pas l'information pour les chevreuils. C'est très possible, là, effectivement, qu'il y ait des chevreuils. Là. On parle quand même d'un grand site qui est le parc Chauveau, là, tout juste adjacent, sur le bord de la rivière, etc. Donc, là, oui, ça serait propice pour ça. Là, on est vraiment en bordure du boulevard de Lormière sur un lot qui est très petit, comme on dit, avec un peuplement qui est assez jeune. S'il y a des animaux, avec chevreuil ou n'importe quelle autre faune, on n'anticipe pas vraiment qu'il y aurait plus de place pour se déplacer. Là, ils vont juste aller dans un parc Chauveau adjacent. C'est pas l'entièreté du site là, qui serait développé. C'est vraiment une petite portion là, qui n'est même pas dans le parc. Là.
On peut peut-être revenir d'ailleurs, Guillaume, est-ce que tu pourrais nous repartager la présentation? Parce que moi, ce que je comprenais, là, ça peut nous aider à comprendre le problème, mais véritablement, l'édifice, il se construit. Là, tu sais, il y a un terre-plein là, au bout de Banville, à l'angle de Lormière. Ben, c'est à partir de la moitié de ce terre-plein-là qu'il y a une construction qui est prévue. Donc, c'est vraiment à l'extrémité. Vous voyez tout bien là, mon partage. Donc, si vous voyez bien ici en jaune, c'est le lot du promoteur du projet en question, qui est vraiment à côté du parc Chauveau. Les limites sont inchangées, c'est intact, c'est les limites en rouge du parc Chauveau avec ses limites qui sont présentes depuis je ne sais combien d'années. Et à travers le temps, le parc Chauveau n'a jamais été coupé de parcelles de terrain. C'est plutôt l'inverse. Il y a certaines parcelles qui se sont ajoutées à travers le temps, là. Donc, c'est ce que je pourrais mentionner. Parfait, merci Guillaume. Là, j'ai une dame qui m'écrit, Madame Turcotte, qui confirme qu'il y a des chevreuils renards dans cet espace. Donc, ben, c'est sûr que on n'a pas de professionnels on n'a pas de gens en gestion de la faune ce soir. Mais ça reste que, comme l'a expliqué Guillaume aussi, je pense, si jamais on a besoin d'y revenir, là, mais il y a tout le parc dans son entièreté, il est conservé. J'aurais une autre question, s'il vous plaît. Par Oui, rapport, allez-y. oui, par rapport au virage à gauche qu'on discutait tout à l'heure, là, en provenance du nord, pour virer à gauche sur Banville, moi, je sais depuis pertinemment là, qu'il y a eu beaucoup d'accidents dans ce coin-là, justement, Normière-Banville. Je ne sais pas sur quoi on se base pour le nombre de véhicules qui passent. Je ne sais pas quelle journée on a pris. Je ne sais pas quelle, en tout cas, moi, je sais que c'est très problématique depuis des années, puis on s'en parle beaucoup ici sur la rue Banville, le fait que ça serait vraiment nécessaire d'avoir un virage à gauche. Mais on se fie sur des statistiques. Ça, je trouve ça vraiment incroyable. Excusez, je suis peut-être négative, mais là, à un moment donné, la soupe, ça déborde. Quand on voit tout ça, là, on se base sur quoi? Peut-être qu'on est venu le midi, constater ça. Quand est-ce qu'on est venu? Parce que moi, en tout cas, je peux vous dire que ça circule énormément. Puis il y a eu beaucoup d'accidents déjà depuis que je vis dans le quartier, là. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, on comprend, puis je pense que mes collègues là, du transport vont pouvoir vous aider à expliquer là, d'où sortent leurs statistiques, mais c'est certain que le projet qui est présenté ce soir, là, il porte vraiment sur le projet résidentiel, mais c'est pour ça mais quand même, on est conscient là, qu'il y a des enjeux de circulation dans le secteur. Ça a été entendu là, lors de la consultation de mai. Fait que là-dessus, ben, je peux peut-être laisser là, Mathieu ou Pierre-Emmanuel de donner des précisions. Oui, en fait, les relevés de comptage sont effectués en semaine sur les heures de pointe pendant l'avant-midi et l'après-midi. Donc, on commence tout le temps de 7 heures à 10 heures, là. Puis, en fin de journée, c'est de 15 heures à 18 heures. Donc, c'est au moment aussi que la circulation est plus importante. Puis, c'est toujours en semaine. Donc, sur les heures euh, lorsqu'il y a des journées de travail ou qu'il y a beaucoup de déplacements. Puis au niveau, ben, il y a aussi, on relève tout le temps les accidents, là, puis il y a des critères de justification au niveau de sécurité routière comme ça qui sont établis. Puis au niveau des accidents qui ont été relevés, ben, ça répondait toujours pas à ces critères de justification, là. Est-ce que Pierre-Emmanuel, tu veux rajouter quelque chose? Non, je pense que c'est ça, l'explication est bonne. Et en fait, s'il y avait un mouvement de virage à gauche qui semble plus important, ce serait plutôt vers Jean Marchand, donc du nord vers Jean Marchand et non pas en direction sud vers Banville. Je vois Madame Dallaire qui fait non de la tête, mais enfin, c'est ce que nos comptages qui sont effectués par des humains là, révèlent, là. Puis ces normes-là sont établies par l'Institut des ingénieurs du transport, puis le ministère du Transport aussi, là. Ces critères-là, on doit répondre à ces normes-là de ces institutions-là. Parfait, merci. Madame Plion, ben, j'ai eu deux questions en ligne qui ont apparu. Je vous donnerai la parole tout de suite après. J'ai Madame Hélène Ferland. Ben, là, je pense qu'on embarque sur le virage à gauche protégé de nouveau. Donc, elle indique question virage à gauche protégé sur Banville. Pourquoi on ne pourrait pas avoir un virage à gauche protégé pour cette rue?
alors qu'il y en a une pour accéder à Place de Lormière. Je connais pas la place. C'est le manoir de Lormière. Le manoir de Lormière. Oui. Et ça a été ajouté, cette lumière-là, cet été. Puis c'est juste l'entrée au manoir de Lormière. Alors qu'il n'y a pas... est-ce qu'il y a autant de virages à gauche qu'il peut en avoir sur la rue Banville? Ça, c'est à se questionner, là, sur quelle base on calcule ça. Je ne sais pas si mes collègues vont avoir des éléments de réponse là, sur le cas spécifique du manoir de Lormière. Là, ce stade-ci, ce soir, je pense pas qu'on l'aurait. En plus, ben, c'est ça, malheureusement, la consultation. C'est une bonne occasion quand même là, d'exprimer ces enjeux-là. Je ne sais pas, mes collègues, est-ce que vous souhaitez... Ben, les enjeux sont aussi par rapport aux nouvelles constructions qui vont se faire. Je veux dire, ça va juste augmenter la problématique. Ouais. Hey, tu sais, moi, je ne comprends pas le raisonnement. Je m'excuse. Puis madame, excusez, elle a entièrement raison de dire que c'est vrai, au manoir, on vient de mettre ça à peine une couple de mois. Puis nous, ça fait des années que c'est comme ça. Puis là, il y a sûrement beaucoup moins de trafic dans ce coin-là. En tout cas, la logique est où? Je ne sais pas. Excusez-moi, là. Ben, si je peux me permettre, l'emplacement là, de l'entrée du stationnement est en amont à l'intersection. Donc, on prévoit que pratiquement aucun véhicule vont transiter vers, faire effectuer le virage vers Banville. Puis, quand on regarde le secteur de l'avenue Banville et tout, là, il n'y a aucun générateur de mouvement ou aucun avantage à un nouveau résident du nouveau projet de transiter dans le secteur pour retourner sur le boulevard Lormière, en fait. Toutes les rues font que retourner sur le boulevard Lormière, tandis que ils ont déjà accès au boulevard Lormière, puis c'est la chaussée qui est la plus rapide pour se déplacer de nord-sud, là. On va continuer. Là. J'ai une question qui porte plus précisément là, sur le projet de Mme Mireille Pouliot. Elle demande... en fait, je pense que son opinion, c'est qu'il faudrait conserver 4 étages, que c'était suffisant comme augmentation puis que ça reconstituerait de la densification, plutôt que de monter à 5 étages. Puis elle demande... elle dit de permettre que cette augmentation soit en plus autorisée sur le côté sud de Banville. Là, à ma connaissance, le projet est à l'est de Banville, mais je pense que c'est ça que ça voulait dire. Donc, est-ce qu'on a Christian ou Guillaume, des précisions là, pourquoi il y avait cette modification réglementaire nécessaire là? Ben, si je peux mentionner, là, c'est sûr qu'actuellement, on permet 4 étages. Le fait de toujours un 5e étage permet la rentabilité de réaliser un 2e étage de stationnement souterrain. Il était un enjeu mentionné lors des activités au mois de mai dernier, la crainte de voir d'un débordement du stationnement sur rue des locataires ou des occupants du projet, puisqu'il y aurait déjà certaines problématiques. Donc, c'est sûr que le fait d'avoir juste 4 étages avec un certain nombre de logements rattachés ne permettait pas pour le promoteur rentabiliser le projet. Et mettons, si on l'aurait obligé de faire un 2e étage de stationnement souterrain, ça n'aurait pas été conforme au niveau réglementaire parce que ça aurait excédé le maximum de cases de stationnement qu'il peut fournir, qui est 2 cases par logement. Vous vous souvenez, le ratio est à 1,9, donc tout juste en dessous, mais on plafonne à 2. Donc, c'est pour ça que ça permet vraiment de rentabiliser un 2e étage de stationnement souterrain, donc d'éviter des problèmes de débordement de stationnement sur rue. Parfait, merci. Christian, tu avais des éléments supplémentaires? Ben, pour compléter, mais du point de vue, je dirais, des objectifs d'urbanisme là, au niveau de la ville, c'est-à-dire que pourquoi augmenter à 5 étages? On est le long de Lormière, c'est un axe structurant. Donc, c'est un axe de consolidation urbaine pour lequel on veut y voir un peu plus de densité. Il faut également, je dirais, favoriser les projets là, pour répondre à la situation de crise du logement, mais c'est aussi cohérent avec je dirais, les endroits où on souhaite voir la densité. Alors, des endroits plus en périphérie de la ville
c'est pas approprié d'avoir plusieurs étages. Par contre, Lormière est un endroit qui correspond à ces objectifs-là. Et d'ailleurs, quand on va plus au nord de Lormière, jusqu'à peu près à la hauteur de la rue Racine, le zonage, généralement, il est déjà à 5 étages. Et merci. Excusez, j'ai coupé court, là, mais j'avais terminé la forme. Madame Pouliot aussi, elle ajoute par rapport à la question du virage à gauche, elle calcule qu'il y aura plus de tours en direction nord pour tourner à gauche. Donc, ça, vers la rue Jean Marchand, au final. je pense que c'est Lormière, c'est du sud au nord. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Mais la dame elle mentionne qu'il y aura plus de virages à gauche quand les véhicules se dirigent vers le nord. Je pense, si je comprends bien, c'est peut-être plus un calcul, tu sais, de dire il va y avoir plus de trafic, ce qui va rendre encore plus difficile le tournage à gauche sur Banville. Je peux y aller? Oui, allez-y. Moi, j'aimerais avoir plus de détails concernant l'approbation référendaire. Excusez, je n'ai pas assisté à la réunion de mai, malheureusement. Là, je ne sais pas si c'est un lien, mais en tout cas, j'aimerais avoir plus de détails concernant l'approbation référendaire à propos de quoi? Oui, Christian, est-ce que tu peux nous expliquer ça? Pas de problème. Christian? Okay. Je vais le résumer simplement. En fait, c'est que lorsque il y a, après la séance conseil d'arrondissement du 28 novembre qui s'en vient, il y aura un avis public qui est prévu par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. L'avis public va préciser que c'est pour déposer une demande d'approbation référendaire qui dure 8 jours. Alors, durant ces 8 jours-là, les citoyens de la zone qui est visée par la modification et des zones autour qui touchent à cette zone-là qui est visée par le projet de règlement peuvent déposer ce que l'on appelle une requête en vue de tenir un scrutin. Durant cette période de 8 jours-là, quand la période de 8 jours se termine, il y a un calcul qui se fait pour voir s'il y a un nombre de signatures qui est atteint. Ça prend 12 signatures. Quand le nombre de signatures est atteint, à ce moment-là, par la suite, il y a la possibilité de tenir un registre. Et éventuellement, après ça, il y a tout un calcul savant pour voir si c'est combien que ça prend de signatures pour tenir le référendum ou pas, etc. Je fais grâce de tous ces détails-là. De toute façon, je ne les connais pas par cœur. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le processus, cette modification de zonage-là, il est possible à ce moment-là de tenir un référendum, mais il faut satisfaire certaines conditions qui sont prévues par la loi, dont le nombre de signatures, les délais, etc., etc. Et tous ces éléments-là sont prévus dans l'avis public pour savoir à quel moment et sur quels éléments là, vous pouvez procéder là, pour déposer une requête là, durant ce 8 jours-là. Si vous le souhaitez, là, aussi, inquiétez-vous pas, on n'abandonne pas les citoyens dans ces processus-là. Si je ne me trompe pas, si vous souhaitez aller de l'avant avec ce processus-là, l'adoption du projet de règlement, il est prévu le 28 novembre, normalement, au Conseil d'arrondissement des Rivières. L'ordre du jour est disponible en ligne. Et puis, il me semble qu'il y a les informations là, de l'assistante greffière de l'arrondissement qui serait la personne qui vous donnerait les indications là, pour ouvrir le processus référendaire. On me rappelle alors de Mme Filion, vous aviez une main levée tout à l'heure. Je suis vraiment désolée. Vous pouvez ouvrir votre micro si vous avez toujours une question. En fait, oui, j'aurais une question parce que concernant l'adoption du règlement, le conseil de quartier était contre un peu l'adoption du règlement de monter à 5 étages et puis tout ça. Qu'est-ce qui advient de tout ça pour la suite? Est-ce que ça va être pris en compte lors de l'adoption, lors du vote? Si je peux donner des précisions, moi j'accompagne le conseil des quartiers de Duverger-les-Saules. En fait, le conseil des quartiers, son rôle, c'est de faire des recommandations à la vue. Oui. Et donc, à ce moment-là, effectivement, il y avait des spécifications là, qui avaient été données là, sur le motif pourquoi il ne recommandait pas au conseil d'arrondissement d'adopter le projet de modification réglementaire.
Pour ce qui est de la portion des écoutes, ben, c'est sûr que ça a fait l'objet d'un rapport. Le rapport a été remis aux élus. Ça fait déjà un moment, comme on le sait. Donc, une fois ça fait partie des intrants là, pour la prise de décision. À partir de là, ben là, ça revient effectivement aux élus de prendre leur décision là, en fonction des différents intrants qu'ils reçoivent par le biais des consultations publiques. Donc, s'il y a un référendum ou quelque chose, ce serait la seule façon d'essayer de dire notre mécontentement, si on veut, là, au niveau des gens du quartier, pour dire qu'on ne voudrait pas qu'il soit changé ce règlement-là. C'est la seule chose qui nous reste. Je pose la question. Est-ce que c'est la seule chose qui nous reste? C'est votre droit. Christian? Oui, je vais tenter une réponse. Excusez, je vais baisser ma main. C'est ça, c'est que effectivement, comme je vous disais, là, c'est qu'il y a la possibilité à ce moment-là de demander la tenue d'un référendum. Cependant, c'est qu'il ne faut pas oublier que le zonage actuellement déjà autorise 4 étages et le résidentiel. Donc, il est possible qu'un projet, par un autre promoteur ou une autre occasion qui va se présenter à un moment donné, qu'un projet lève avec un bâtiment de 4 étages. Et il faut aussi mettre en lien les préoccupations qui sont exprimées au niveau de la circulation, au niveau de la protection des milieux naturels, etc. Alors, un projet à 4 étages qui serait conforme va amener ces mêmes problématiques-là. Donc, il faut discerner le fait qu'on vient modifier le zonage pour être cohérent avec les objectifs d'urbanisme et répondre à la crise du logement et les impacts d'un projet qui, de toute façon, pourrait avoir lieu. Alors, il faut discerner ces éléments-là. Je trouve que c'est important de relativiser les choses à ce niveau-là. Mais pour répondre à votre question, effectivement, c'est le moyen, je dirais, des citoyens d'aller je dirais, de s'opposer à la modification réglementaire. C'est par le biais du processus d'approbation référendaire. Est-ce que ça voudrait dire aussi que, mettons, qu'il n'est pas adopté, puis qu'il y a un autre promoteur, qu'il y a un autre projet, il pourrait de nouveau demander à modifier le règlement de la ville? Oui. Logiquement, oui. En fait, il n'y a pas d'empêchement. En fait, s'il y en a un, ce serait, je dirais, au niveau au niveau du politique, là, en quelque sorte. Là, OK. Mais théoriquement, là, c'est ça, disons, au bout de quelques années, là, il est possible encore à nouveau de modifier le règlement. D'accord. Ça répond à mes questions. Merci. Je peux me permettre, j'ajouterais un petit élément. Puis aussi, c'est pas juste un autre promoteur. Le promoteur actuel qui est propriétaire promoteur pourrait décider de déposer tout autre projet. C'est pas obligé d'être un autre promoteur. Puis comme je vous disais tantôt, actuellement, c'est un projet à 5 étages qui permet de faire 2 étages de stationnement souterrain. À 4 étages, il ne sera pas possible de faire un deuxième niveau de stationnement souterrain. Donc, par la force des choses, il y aura un ratio plus faible. Donc, il y a des chances qu'à ce projet-là, au zonage actuel, mais génère du débordement de stationnement sur rue, qui était un enjeu qui avait été exprimé par les citoyens lors des activités du mois de mai dernier. Donc, comme l'a bien exprimé mon collègue, il faut voir l'impact du statu quo du zonage versus un projet bonifié à 5 étages avec les bonifications, si je peux me permettre, qu'il apporte avec ce deuxième étage de stationnement souterrain-là, par exemple. Oui, je comprends. J'avais assisté à la première consultation. Le promoteur avait expliqué ses raisons. Donc, c'est ça. Ça répond à mes questions. Mais je vois que tout est en place pour faciliter l'adoption de ce règlement-là. C'est mon dernier mot. Parfait. Merci. Je reçois... il y a Mme Colotou qui nous a dit qu'elle a quitté puis qu'elle nous remercie. Elle dit que la présentation le satisfait, le rassurait. Sinon, j'ai une question en ligne de Mme White. Combien coûte à la ville de mettre une flasheuse à gauche, excusez, comme le virage à gauche protégé? De refuser de faire ça, ça doit coûter assez cher. Il me semble que c'est pas trop demandé. Donc, peut-être qu'on pourrait conclure là, sur cette question là, du virage à gauche protégé. Là. Ma compréhension des réponses des collègues, c'est pas en lien avec le coût, mais
Je peux la prendre peut-être. Ouais. Effectivement, c'est pas en lien avec le coût, hein. Reprogrammer un feu pour inclure une phase de virage à gauche protégé, ça a un coût, somme toute, très, très minime, là, voire nul. Cependant, on doit vraiment s'accoler aux normes du MTQ, qui sont des normes qui ont été établies dans le but de maximiser la sécurité de l'ensemble des usagers de la route, là. Donc, et soyez assurés que de toute façon, même si le projet voyait le jour ou ne voyait pas le jour, nous, des comptages comme ça, c'est des comptages qu'on fait quand même périodiquement et les feux sont ajustés là, aux besoins. Donc, si à un moment donné, les conditions devaient venir à changer, le feu pourra être, le phasage des feux pourra être révisé là, aux besoins. Soyez tout à fait assurés de ça. Parfait, merci. Pour le moment, je ne vois pas d'autres mains levées. Je n'ai plus de questions en ligne. Oui, c'est encore Carole, c'est ça. Ben, Allez-y. moi, ce que je conclus, là, c'est que tout est pas mal décidé d'avance. Tu sais, nous, on n'a pas grand-chose à faire là, comme résident du quartier. On a juste à subir toutes les conséquences qu'il y aura suite à cette construction-là, malheureusement. Même que moi, l'approbation de référendaire, je vois pas ce que ça peut donner. Fait que tout est décidé d'avance de toute façon. C'est mon opinion personnelle, puis je tenais à la partager. Voilà. Ben, parfait, il n'y a pas de problème, on est là pour ça. Je vois que Mme Dallaire, l'autre Mme Dallaire, lève la main. Allez-y. Oui, j'ai fait le saut tantôt quand vous avez dit Madame Dallaire parce que Oui. j'avais pas ouvert mon micro. Peut-être pour répondre à Madame Dallaire, à l'autre Madame Dallaire, à Madame Filion aussi, il n'y a rien de décidé d'avance. Il n'y a rien de décidé d'avance. Nous, il faut qu'on prenne des décisions à l'arrondissement Les Rivières. Puis on a plusieurs éléments à analyser afin de prendre cette décision-là. Oui, on va regarder ce que le conseil de quartier a pris comme décision. Oui, on va regarder le rapport de consultation qui est rédigé suite à chaque consultation publique, comme celle qui a eu lieu au conseil de quartier en mai. Mais on va aussi regarder c'est quoi le zonage actuel. Demain matin, le promoteur décide de monter un projet qui est conforme au zonage. Ben, il peut y avoir un projet résidentiel à 4 étages sans que nous, les élus à l'arrondissement, n'ayons à prendre aucune décision. On n'a pas de pouvoir sur des projets qui respectent le zonage actuel. Donc, demain matin, on n'a pas de mot à dire. Tu sais, vous dites, nous, les citoyens, bien, nous non plus. Le zonage actuel permet du résidentiel 4 étages. Ça peut se faire demain matin. Donc, nous, dans la décision qu'on doit prendre, parce qu'elle n'est pas encore prise, c'est de voir, OK, là, on a 4 étages qui peuvent se monter demain. Et l'exigence en matière de stationnement, elle est beaucoup moindre que ce qui est proposé par le promoteur avec le 5 étages, notamment pour qu'on puisse le mettre en souterrain. Fait que c'est sûr qu'un des éléments qui va peser dans notre analyse, c'est de se dire, bon, ben, est-ce qu'on veut éviter qu'une des préoccupations qui a été nommée soit le débordement du stationnement sur Banville? Est-ce qu'on veut éviter que ça arrive? Est-ce que l'ajout d'un étage peut pallier à ça? Considérant que de toute façon, le zonage permet 4, bien ça aussi, ça va peser dans la balance. Donc, ce que je vous dis, c'est qu'on a plusieurs éléments à considérer lorsqu'on prend nos décisions, que nos décisions ne sont pas prises d'avance. Puis je tiens à le mentionner parce que sinon, en fait, c'est en quelque sorte dire que notre travail ne sert pas à grand-chose, alors que je suis convaincue qu'il sert à quelque chose. Fait qu'on considère tout ça. Puis au surplus, dans le dossier qui est devant nous, on dit ajout d'un étage parce que le zonage prévoit 4, on en prévoit 1. Mais dans ce cas-ci particulier, c'est l'ajout d'1 mètre. Dans certains cas, un étage, ça va être 5 mètres de plus. Ici, passer de 4 à 5, c'est 1 mètre seulement. Donc, il y a plein d'éléments comme ça qu'on va considérer. Si ça vous intéresse de venir assister à la séance du conseil d'arrondissement des Rivières, dans 2 semaines, je crois, le mardi soir, au 330 Chabot, venez, on prendra l'occasion d'en discuter. L'assistante greffière va être sur place si vous avez besoin de ses coordonnées pour la suite, pour le pouvoir dont vous disposez de faire la demande de référendum. C'est un réel pouvoir qui vous appartient. Mais retenez que demain, 4 étages, ça peut se faire sans même que ça passe par nous et sans même que vous ayez un pouvoir référendaire. Donc,
Ça, c'est le zonage qui prévoit actuellement. Là, on est dans un contexte où, oui, nous, élus, devons prendre une décision sur le projet qui nous est proposé à 1 mètre de plus, avec un haut taux un haut ratio de stationnement, avec une piste cyclable qui est ajoutée. Et vous, suite à la décision qui sera prise à l'arrondissement des Rivières, si la décision est prise d'aller de l'avant, bien vous possédez le pouvoir de demander qu'un référendum soit tenu. Fait que je pense que ça. J'ai essayé de mettre tout ça en même place. Puis, tu sais, si je peux me permettre aussi de reprendre ce que M. Ouellette et M. Lemay du service du transport ont dit, actuellement, le comptage pour un virage protégé à gauche, ça ne rencontre pas les chiffres pour qu'on l'ajoute. Si jamais le projet se fait et qu'on constate, que vous constatez, que vous m'appelez, qu'on constate que là, oh, OK, bien, l'augmentation, elle est très importante, je vais redemander un comptage, puis on va suivre la situation de près. Puis peut-être qu'une fois le projet monté, je ne sais pas, on est dans 3 ans, là, il y a vraiment une augmentation, on est en mesure de le calculer puis de répondre aux normes du ministère du Transport, parce que je rappelle, ce ne sont pas nos normes. Bien là, on pourra le mettre, le virage protégé. Tu sais, on va le suivre de proche. Mais dans l'état actuel des choses, nos comptages, c'est comme ça qu'on fonctionne à grandeur de la ville. On ne peut pas ajouter un virage si on ne rencontre pas les chiffres, puis ce n'est pas le cas, mais on s'engage cependant à le suivre puis à voir si jamais ça augmente. Fait que je m'excuse, je ne fais pas ça d'habitude, mais j'ai comme ressenti le besoin de vous dire que je considère que notre travail est utile, puis on considère plusieurs éléments pour prendre des décisions. Voilà. Juste une petite chose par rapport au virage, on ne veut pas en parler, mais là, vous en parlez, donc j'aborde avec vous. C'est ça, c'est drôle parce que moi, à partir de Banville, pour tourner sur Lormière vers la gauche, pour faire le sud, mettons, si on veut. OK, Banville vers Lormière, à gauche. Ça fait pas bien des années qu'on a un virage protégé à gauche. Je ne sais pas s'il y a eu des expertises, c'est le même nombre de véhicules, peut-être qu'il y en avait moins même à l'époque. Fait que pourquoi, tout d'un coup, on n'est pas capable d'adhérer à ce virage-là à gauche du nord, alors que lui, vers le sud, a été adopté, on l'a eu peut-être 2-3 ans, c'est pas plus que ça. Fait que, tu sais, c'est un peu le même phénomène. On est un peu dans la même circulation, là. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je comprends parfaitement. Puis, tu sais, je comprends, Mme Auger nous a dit qu'on ne rembarquait pas dans le virage, dans le virage. Alexandra, si on pouvait, ou Tommy, mettre mon adresse courriel dans le chat, ce que je vais faire, Mme Dallaire, si vous pouviez m'écrire. Puis moi, on va aller sortir les chiffres. On va regarder c'est quoi le comptage, puis on va être en mesure de le dire, parce que si on a mis un virage protégé, c'est parce que les comptages rencontraient les normes exigées. Fait que continuons la conversation, vous et moi, hein, sur ce sujet-là, puis j'irai chercher les informations pour répondre à vos questions qui subsistent par rapport à ça. Donc, mon courriel va apparaître. J'ai le bonheur d'avoir Alexandra qui m'aide, voilà. Donc, mon courriel est maintenant dans la conversation. Donc, pour le virage protégé à gauche ou autre chose, n'hésitez pas à venir vers moi, puis on pourra poursuivre la discussion là, par la suite. Parfait. Merci beaucoup de toutes les précisions, Mme Dallaire. On revient sur des questions d'urbanisme maintenant. J'ai d'ailleurs pas interdit de... C'est correct, là, on est là. Je comprends que les séances comme ça, mais ça devient finalement une occasion aussi pour exprimer d'autres enjeux, puis c'est correct. Puis même l'avantage, c'est que, comme vous savez, le promoteur du projet, il est présent ce soir. Donc lui aussi, en tant que nouvel arrivant dans le secteur, il entend parler là, finalement de ces enjeux-là. Donc c'est bien correct là, de les mentionner. Puis c'est pour ça qu'on a mis à disposition aussi des citoyens, plusieurs des professionnels de la ville là, qui œuvrent dans ces différents domaines-là. J'ai Mme Mireille Pouliot de nouveau. C'est ça. Donc, est-ce que la modification s'appliquera aussi aux logements déjà construits du côté sud de Banville? Il avait été dit que oui, il me semble, lors de la rencontre de mai dernier. Je vois Christian qui hoche la tête. Par contre, c'est dans du milieu déjà construit. Oui, c'est ça, effectivement. Bon, peut-être qu'au besoin, on pourrait remontrer la carte là, du plan de zonage. Là, on va voir l'ensemble de la zone. Là. Mais effectivement, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le fait d'augmenter la hauteur à 16 mètres au lieu de 15, c'est ça la modification, et de supprimer le nombre d'étages maximum. À ce moment-là, c'est qu'il y a des bâtiments existants pour lesquels, s'il y a des projets je dirais,
de densification, des insertions de bâtiments sur les terrains déjà existants. Ceux-là, ils pourront augmenter à 16 étages, tout comme les bâtiments existants. Alors, on voit là, le zonage actuellement, c'est la portion qui est plus en vert et en bleu, mais le 5 étages, le 16 mètres, va s'appliquer uniquement dans la nouvelle zone, la portion qui est en vert. Alors, l'idée, c'est de, comme je parlais de cohérence tout à l'heure, alors l'idée, c'est d'appliquer une plus grande densité le long de l'ornière, mais de conserver, je dirais, le zonage actuel dans le secteur plus à l'arrière. Peut-être aussi, c'est parce que là, la dame a parlé du sud, en tout cas juste pour précision, mais juste se rappeler que l'autre bord de l'ornière, c'est un parc industriel. On comprend que le reste. C'est un zonage industriel. C'est un zonage industriel et c'est un territoire de parc industriel qui est prévu au plan d'urbanisme, en fait. Donc, la vocation résidentielle n'est pas autorisée et il n'est pas prévu non plus au plan d'urbanisme de l'autoriser. Alors, c'est vraiment une vocation industrielle qui va demeurer. D'ailleurs, c'est qu'il y a aussi une rareté de terrain pour l'industrie. La ville en a grand besoin parce qu'il y a beaucoup de croissance, il y a beaucoup de demande en terrain industriel et c'est l'une des raisons pour laquelle aussi le secteur là, va demeurer industriel du côté sud. Oui, c'est sûr que là, il y a Christa, comme on sait, il reste quelques résidences, là, mais à long terme, c'est ça. Sont en droits acquis. Ouais. D'accord. Parfait. Merci. Puis, Madame Turcotte s'inquiète, là, elle dit à mon avis, le peu d'espace de stationnement des visiteurs aura un impact sur l'avenue Banville. Les visiteurs se stationneront à quel endroit? Peut-être que M. Maire pourrait répondre si vous souhaitez prendre la parole ou sinon Christian. Monsieur Maire. Il a été demandé d'ajouter des stationnements extérieurs. Donc, on a 4 stationnements extérieurs pour les visiteurs. Puis, compte tenu du nombre de stationnements intérieurs, il va y avoir des stationnements résiduels aussi pour le stationnement intérieur pour les visiteurs. Parfait. Merci. Moi, je ne vois plus de questions. Je donne encore l'opportunité. C'est le moment. Donc, vous avez plusieurs professionnels qui sont à votre écoute ce soir et vous élus. Je peux me permettre, Alexandra, une petite précision sur la dernière question. Il y a aussi le stationnement qui est quand même assez vaste du Stade Chauveau qui est juste à côté, qui est, bon, il y a des périodes qui est achalandé quand il y a des événements ou des matchs, mais à l'extérieur de ça, ça pourrait très bien convenir pour du stationnement pour accueillir là, des visiteurs. Là, parce que, bon, de manière générale, 4 cases pour visiteurs, ça compte amplement les besoins. C'est peut-être à certains événements, on peut parler de la période de Noël ou quoi que ce soit. À ce moment-là, le station de Stade Chauveau pourrait très bien desservir là, les besoins ponctuels. Oui, parce que je me souviens bien, là, sur Banville, jusqu'à... En fait, c'est ça, je pense que ça va être plus proche le stationnement. En fait, on anticipait, me semble, plus de problèmes d'occupation du stationnement du côté du Stade Chauveau plutôt que sur l'avenue Banville. Là. Si on se... Il n'y a pas de mesure scientifique de ça, là, bien sûr, là, mais je pense que c'était plus proche. Parfait. Ben, écoutez, je vois plus de mains levées, je ne reçois plus de questions en ligne. Donc, j'espère que la séance là, de ce soir va avoir permis de répondre aux préoccupations là, qui avaient été soulevées là, en mai. Puis, de toute façon, aussi, même les nouvelles questions et tout. On rappelle là, que le projet, il est prévu que le projet de modification réglementaire soit adopté au conseil d'arrondissement le 28 novembre. C'est public, donc vous pouvez y assister. Puis, pour le mot de la fin, je laisserai Mme Véronique Dallaire. Merci pour la précision de mon prénom. Je pense que j'ai fait le tour dans mon intervention précédente. Donc, je réitère là, que les préoccupations, les inquiétudes
ont toutes été analysées, puis le travail se poursuit. Je vous invite, si vous voulez suivre le projet, à vous présenter à la séance du conseil d'arrondissement. Je vais juste... C'est le mardi, mardi, attendez. Mardi 28 novembre à 17h30 au bureau d'arrondissement des Rivières, qui est au 330 rue Chabot, dans Vanier. Si ça vous intéresse d'être là. Sinon, il y a toujours un enregistrement audio de la séance là, qui va être disponible dans les jours qui suivent sur le site Internet. Et sinon, site Internet toujours, Arrondissement des Rivières, assistante greffière, qui est Mme Gingras-Royer. Si le projet est adopté, c'est la personne à contacter pour comprendre le processus référendaire. Monsieur Lepage, je vous l'ai expliqué de façon résumée, mais ça peut être assez complexe. Et c'est vraiment Mme Gingras-Royer à l'Arrondissement des Rivières là, qui a pour rôle et pour fonction de vous accompagner si c'est le souhait que vous avez. Donc, voilà. Mais sinon, merci Alexandra. Madame Auger vient de mettre là, le lien vers la page du Conseil d'arrondissement des Rivières aussi dans le chat, dans la conversation. Donc, vous y retrouvez mon courriel et le lien vers la page du Conseil d'arrondissement. Donc, ce sera deux ressources là, pour vous si vous voulez les consulter pour la suite du projet. Merci de votre attention. Merci aussi pour le respect à l'égard de l'ensemble des professionnels présents ce soir. C'est grandement apprécié. Parfait, bien, ça va conclure la séance de ce soir. Donc, merci beaucoup de nouveau, puis une belle soirée à tous.